25 février 2025. Le fils d'un agriculteur bangladais entre dans l'océan avec seulement une bouteille d'eau et un rêve. Tellement impossible que cela frôle la folie. Il s'apprête à faire son premier pas. Une chose qu'un seul autre humain a tenté en 35 ans. Cette personne avait argent, sponsors et plans, lui n'avait rien. Dans 84 jours, soit son nom entrera dans l'histoire, soit son corps deviendra une statistique. Il ne sait juste pas encore laquelle. Voici l'histoire d'Ikramul Hassan Shakil. Bienvenue dans l'extrême. Honnêtement, je ne connaissais pas Ikramul Hassan Shakil avant de rechercher les expéditions extrêmes de l'Everest. Et puis, je suis tombé sur un titre de mai 2025 qui semblait impossible. Il disait « Un alpiniste bangladais achève l'expédition de la mer au sommet de l'Everest en 84 jours. » Ma première pensée a été « Attends, quoi ? De la mer au sommet ? Genre en partant vraiment du niveau de la mer ?» Alors j'ai commencé à creuser et ce que j'ai découvert sur Shakil a complètement changé ma façon de voir ce que cela signifie vraiment de gravir le mont Everest. Voyez-vous, voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Quand on apprend que quelqu'un a atteint le sommet de l'Everest, on pense qu'il part d'en bas et grimpe jusqu'au sommet. Non, faux. La majorité des alpinistes arrivent en avion à l'aéroport de Lukla, dans le Khumbu, déjà situé à 2860 mètres d'altitude. Ils marchent ensuite environ 2 semaines sur 65 km de montagne jusqu'au camp de base de l'Everest, à 5364 mètres d'altitude. Donc, au moment où ils commencent réellement l'ascension, ils ont déjà sauté le premier tiers de l'altitude de la montagne. Ils ont aussi évité toute la marche en plaine, toute l'acclimatation progressive, toutes les parties ennuyeuses. Ils ont pris un raccourci. Et écoutez, je ne juge pas, c'est logique. L'Everest est déjà difficile sans difficultés inutiles. Mais Shakil a regardé ces raccourcis et s'est dit « Et si je n'en prenais aucun ?» Au lieu de cela, il a ajouté encore plus d'obstacles sur le chemin. Ikramul Hassan Shakil est né le 1er janvier 1994 dans le village de Bagshala, district de Gazapur, au Bangladesh. Ses parents étaient de vrais agriculteurs, travaillant la terre et préoccupés par les moussons, pas de riches propriétaires. Une famille où une dépense imprévue pouvait provoquer une crise. Et voici une chose à savoir sur le Bangladesh, son pays natal. C'est un pays vraiment plat. L'altitude moyenne n'est que de 85 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le point le plus élevé de tout le pays est d'environ 1000 mètres. Cela ne vous mènerait même pas à mi-chemin du camp de base de l'Everest, le point le plus bas du sentier. Au Bangladesh, grandir ne fait pas rêver d'escalader des montagnes. Les Himalayas pourraient tout aussi bien être sur une autre planète. Mais Shakil s'en fichait complètement. Il était obsédé par les montagnes depuis son enfance. Il était tellement obsédé que lorsqu'il était en classe de seconde, à 15 ans, son père a remarqué que quelque chose n'allait pas. Son fils écrivait seul de la poésie dans les buissons. Un jour, il voulait être charmeur de serpents, le lendemain joueur de cricket, puis il laissait tomber tous ses rêves. Inquiet, son père lui donna 3000 taka, soit environ 25 $ pour aller consulter un psychiatre. Shakil a pris l'argent et est parti à Bandurban. C'est une région vallonnée dans le sud-est du Bangladesh avec de vrais changements d'altitude. Et ce voyage a tout changé. J'avais une croyance tenace, a dit Shakil plus tard. Même si je ne pouvais pas finir mes études un jour, les gens liraient sur moi. Mon nom serait gravé dans l'histoire mondiale. Vous pensez sans doute de grands rêves pour un enfant de ferme venu d'un pays plat. Qu'y a-t-il d'extraordinaire? C'est là que l'histoire devient intéressante. En 2014, à 20 ans, Shakil a accompli un acte rare pour un Bangladais modeste. Il s'est rendu à l'Institut Nehru d'alpinisme en Inde pour suivre une formation officielle. Ce n'était pas un simple stage de week-end, mais une véritable formation professionnelle d'alpinisme, du genre qui vous apprend à survivre en montagne. Il a appris les techniques de corde, le sauvetage en crevasse, l'acclimatation à l'altitude et l'escalade sur glace. Il absorbait tout comme une éponge. Les compétences techniques y vous gardent en vie. Et en un rien de temps, son dévouement a porté ses fruits. En 2019, Shakil fut le premier Bangladais à gravir l'Imlung Himal, un sommet de l'Himalaya au Népal. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de l'Imlung Himal, mais laissez-moi vous donner une idée. C'est 23 379 pieds, plus élevé que toute montagne d'Amérique du Nord. C'est une ascension technique sérieuse qui tue des gens. Shakil s'est tenu au sommet à 25 ans et il ne faisait que commencer. Petit détour sur ce train du chaos. Si tu veux faire partie de la communauté extrême, avoir un accès anticipé à nos vidéos et à des sondages exclusifs, rejoins-nous sur Patreon. En 2023, Shakil a relevé un défi encore plus extrême, le Grand Sentier de l'Himalaya. Si tu ne connais pas le Grand Sentier de l'Himalaya, je t'explique.
Ce parcours de 1050 miles traverse tout le Népal, franchissant certains des terrains les plus reculés, dangereux et magnifiques du monde. Il traverse des altitudes de 150 à plus de 6000 mètres Il franchit de nombreux cols élevés, requiert des compétences techniques d'escalade et prend généralement 4 à 6 mois. Seules 33 personnes dans l'histoire de l'humanité l'avaient jamais terminé. Lorsque Shakil a commencé, il prévoyait de le faire en 100 jours. Le voyage a été un enfer. 2 fois, d'énormes glissements de terrain ont failli l'enterrer vivant. Des singes ont volé ses rations, le forçant à chercher des champignons sauvages pour éviter de mourir de faim. Des pluies torrentielles en forêts isolées l'ont rendu hypothermique et désorienté. Pendant le voyage, la mort a souvent frappé à ma porte, se souvient Shakil. Et puis en décembre 2022, la catastrophe a frappé. Une crise financière l'a forcé à se replier de la base Saprou. La plupart auraient abandonné, affirmant avoir fait de leur mieux, blâmant les circonstances et passant à autre chose. Mais Shakil est rentré chez lui, accumulé plusieurs emplois pour gagner plus et est revenu en mai 2023 pour finir ce qu'il avait commencé. Pour lui, abandonner n'a jamais été une option. Il l'a terminé en 109 jours, devenant le premier Bangladais à boucler le Great Himalayan Trail. À l'issue de ce voyage de 1050 miles, Shakil s'est senti invincible après cet exploit. Il s'est dit, et si je partais de l'océan? Une seule personne dans l'histoire avait déjà réalisé une expédition de la mer au sommet de l'Everest. En 1990, l'alpiniste australien Tim McCartney-Snape a parcouru 1200 km de la baie du Bengale au sommet de l'Everest en 96 jours. C'était, et c'est toujours considéré, comme l'un des exploits d'alpinisme les plus audacieux jamais réalisés. Pendant 35 ans, personne n'avait même essayé de l'égaler. Jusqu'à ce que Shakil regarde ce record et ne pense pas seulement à le répéter, mais se dise à lui-même « je peux le faire plus vite ». À la fin de 2024, Shakil avait une date cible. En février 2025, il partirait de Cox's Bazar. Front de mer, traversé à pied du Bangladesh, de l'Inde, du Népal, arrivé au camp de base, puis ascension de l'Everest, jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet de la plus haute montagne du monde. Il pensait que le voyage durerait 90 jours, 6 jours plus vite que la seule personne qui avait jamais tenté cela en 35 ans, 81 jours pour marcher plus de 850 miles avant la véritable ascension. Mais il y avait un énorme problème, il n'avait pas d'argent. Voyez-vous, les expéditions à l'Everest coûtent entre 60 000 et 100 000 $. Les permis d'ascension coûtaient près de 11 000 $ par grimpeur en mai 2025. Mais pour un Bangladais issu d'une famille d'agriculteurs, c'est tout simplement hors de prix. Il faudrait plusieurs années de revenus et toute une vie d'économie pour avoir ne serait-ce qu'une somme approchant cela à la banque. La mère de Shakil a vendu des ternes familiales pour financer sa tentative du grand sentier de l'Himalaya, contribuant environ 3 000 $. Elle n'avait plus rien à offrir. De plus, ses sponsors d'alpinisme n'étaient pas engagés et les partenariats restaient incertains. À l'approche du 25 février, le fonds de l'expédition était pratiquement vide. La décision la plus évidente aurait été de reporter et d'attendre un financement complet, et de s'assurer que chaque dollar était sécurisé avant de tenter quelque chose d'aussi énorme. Mais Shakil a regardé ce compte bancaire vide et a pris une décision qui était soit incroyablement courageuse, soit incroyablement risquée. Il a décidé de commencer à marcher quand même et de trouver l'argent en chemin. Mais pourquoi? Ce voyage n'était pas seulement destiné à battre un record vieux de 35 ans. Shakil, défenseur de la jeunesse à l'Organisation des Nations Unies contre la pollution plastique, avait constaté lui-même l'envahissement de son pays par les déchets. Cox's Bazar, d'où il prévoyait de partir, possède certaines des plages les plus polluées du Bangladesh. Des bouteilles en plastique, des sacs et des déchets jonchent la même côte où il ferait ses premiers pas. L'Everest, plus haute montagne du monde, est aussi l'une des plus grandes décharges à ciel ouvert. Des années d'expédition ont laissé bouteilles d'oxygène, tentes déchirées, emballages et matériel abandonnés sur les pentes. Le plan de Shakil est de marcher d'un endroit pollué à un autre, de ramasser les déchets plastiques en chemin, d'impliquer les communautés locales sur la question de la pollution, de tout documenter sur les réseaux sociaux et de montrer aux gens que la crise n'est pas seulement ailleurs, sur une montagne lointaine. Non, cela commence au niveau de la mer, dans votre quartier, dans les rivières et sur les plages que vous traversez chaque jour. De la mer au sommet, Shakil a dit avant de partir « Je veux que les gens voient-ils le lien. Cette terre est la nôtre. Protégeons-la. » Rendez-vous le 25 février 2025 à 11 h. Il a mis le pied sur la plage d'Inani avec une bouteille d'eau, un sac contenant ses documents essentiels et pas un sou en poche. Il partit vers le nord, convaincu qu'il trouverait un moyen d'y arriver.
car ce n'était pas qu'une question de gloire personnelle. Il fallait prouver qu'un fils d'agriculteur d'un des pays les plus plats pouvait accomplir ce qu'aucun autre n'avait réussi depuis 35 ans. Il fallait sauver la planète et rendre sa mère fière. Shaquille a dit « Quand je réussis, je vois la fierté dans les yeux de ma mère, c'est ma récompense. » Voici son plan complet. Commencez à l'océan au Bangladesh. Parcourez 1400 km vers le nord, à travers le Bangladesh, l'Inde et le Népal jusqu'au camp de base de l'Everest. Aucun vol ni véhicule. Ensuite, grimpez la montagne pour relever le défi. La première partie au Bangladesh aurait dû être la plus simple. Terrain plat, route et zone majoritairement connue. Mais ce n'était pas facile. Shaquille a marché longtemps sous une forte chaleur sur l'autoroute, sans aucune ombre. En quelques jours, des ampoules douloureuses couvrèrent ses pieds, ralentissant son rythme. La poussière des véhicules recouvrait ses poumons. La monotonie de l'asphalte sans fin a mis à l'épreuve son endurance mentale avant même qu'aucune montagne n'apparaisse à l'horizon. De la plage d'Inani à Cox's Bazar jusqu'à Chattagram, de Chattagram à Feni, de Feni à Kamila, de Kamila à Munshi-Ganj. Le 9 mars, après seulement 12 jours de voyage, il avait parcouru environ 320 km et atteint Dhaka, capitale du Bangladesh. Et là, il a fait quelque chose qui aurait dû être humiliant pour quelqu'un qui tentait de battre un record du monde. Il a donné une conférence de presse et a supplié pour de l'argent. Ce n'était ni un tour d'honneur, ni une occasion pour des photos, mais du désespoir. L'expédition avançait, mais le financement demeurait incertain. Il avait besoin que des entreprises croient en lui et investissent dans ce rêve avant qu'il ne s'effondre. Quelques sponsors sont venus lentement, pas assez pour tout financer, mais assez pour poursuivre son défi de la mer au sommet. Parti de Dhaka, il a traversé Ghazipur, sa terre d'origine vers le nord. Sa mère l'a croisé, mais n'a pas pu lui donner d'argent. La terre était déjà vendue, mais elle lui a offert sa bénédiction et un repas maison. Pour Shaquille, cela valait plus que n'importe quel parrainage d'entreprise. À partir de là, jusqu'à Tangail, puis Siraganj. Il a alors rencontré un obstacle qui aurait pu stopper toute l'expédition, la rivière Jamuna. Je vais vous expliquer quelque chose sur la rivière Jamuna. C'est la rivière la plus large du Bangladesh, atteignant près de 3 km de large par endroit. Des gens s'y noient souvent. Le courant est si fort qu'il emporte des véhicules durant la mousson. Quand Shaquille est arrivé au pont Jamuna et a demandé l'autorisation de le traverser à pied, les autorités l'ont regardé comme s'il avait perdu la tête. Non, ont-ils répondu, les piétons sont interdits pour des raisons de sécurité. Pour beaucoup, cela impliquerait de prendre un autre moyen de transport, comme un bateau ou louer un véhicule. Shaquille a observé cette rivière large de 3 km, au courant violent, a repensé aux 300 km déjà parcourus à pied, aux 1900 restants, puis a pris une décision marquant l'audace de l'expédition. Il allait traverser à la nage. Mais voilà le problème, Shaquille n'était pas un nageur confiant. La rivière Jamuna ignore vos rêves ou votre volonté. Elle vous noie simplement. C'est là que l'histoire devient incroyable. Vous vous rappelez la conférence de presse à Dhaka où Shaquille a supplié pour de l'argent ? Celle devenue virale au Bangladesh? Les médias relataient l'histoire de ce fils de fermier voulant battre un record mondial vieux de 35 ans. Son histoire a fortement marqué la communauté des sports d'endurance au Bangladesh. Lorsque la nouvelle s'est répandue que Shaquille allait nager dans l'une des rivières les plus dangereuses du pays, une poignée d'athlètes bénévoles ont décidé que c'était leur chance de faire partie de l'histoire. Komayedi Shankmoon, triathlète Ironman, a vu la nouvelle et a pensé « Ce gars tente ce que personne n'a fait depuis 35 ans. S'il se noie dans la Jamuna avant d'atteindre les montagnes, tout le rêve s'écroule. Je ne peux pas le permettre. » Moon a pris contact par l'intermédiaire de connaissances communes en commune, et un gars nommé Mohamed Delaoudin a fait de même. Quelques autres athlètes d'endurance, dont les noms n'ont jamais été enregistrés, les ont rejoints. Ce n'étaient pas des guides rémunérés, c'étaient des Bangladais qui voulaient voir l'un des leurs accomplir l'impossible. Ils voulaient dire à leurs petits-enfants « J'ai aidé Shaquille à survivre à la Jamuna. J'étais là quand l'histoire s'est écrite. » Alors, ils ont rencontré Shaquille le lendemain matin. À Baghil, ils ont nagé dans la petite rivière Bangshu pour s'échauffer, puis se sont dirigés vers le vrai monstre, la traversée de la Jamuna, large de 3 km. Cela a pris 4 heures. Moon l'a décrit plus tard. Le courant de la Jamuna était brutal. Shaquille, épuisé et pas un nageur confiant, luttait à chaque mouvement. J'ai dû le soutenir. Shaquille avançait malgré ma propre fatigue. Cela semblait interminable. À mi-chemin, Shaquille avait beaucoup de mal. Ils ont dû s'arrêter, faire du surplace, essayer de récupérer puis continuer à avancer. À chaque minute qui passait, l'hypothermie devenait de plus en plus probable.
Une seule erreur, un seul moment de faiblesse, et cette histoire se terminerait avec des corps flottant en aval au lieu de grimper des montagnes. Lorsqu'ils ont finalement tiré Shaquille sur la rive opposée, il grelottait violemment. Ses lèvres étaient bleues, Moon et les autres l'ont enveloppé dans leurs vêtements secs de rechange. Et à travers ses dents qui claquaient, les larmes se mêlant à l'eau de la rivière sur son visage, Shaquille souriait. « Peut-être que l'Everest sera plus simple ?» plaisanta-t-il. « Vous avez été mes Sherpas aujourd'hui. » Après la traversée, Moon et les autres sont rentrés chez eux. Ils s'étaient engagés à l'aider à ne pas se noyer pendant 4 heures, pas à marcher jusqu'à l'Everest. Cette partie-là, Shaquille devrait la faire en grande partie seul. Le 28 mars, après 32 jours et plus de 600 miles de marche, Shaquille est arrivé au port terrestre de Banglabanda à Panchgarh. Il avait fini le segment du Bangladesh. Ses pieds étaient détruits, son corps était épuisé, il avait beaucoup maigri. Mais maintenant, un nouveau problème se présentait et cette fois, il n'était pas physique, mais causé par l'homme. Voyez-vous, Shaquille avait besoin d'un transit par le Bengale occidental pour atteindre le Népal. Sans visa indien, il n'y avait aucun moyen d'avancer. On ne peut pas simplement traverser les frontières internationales à pied sous prétexte qu'on fait un voyage inspirant. Alors, il a fait une demande, mais l'ambassade de l'Inde a examiné sa demande et l'a complètement rejetée, malgré l'approbation d'un conseiller. La raison demeure floue. Mais la bureaucratie n'exige que tampons et signatures, pas de raison. Et Shaquille n'avait pas les bons. Pour la plupart des gens, cela aurait été la fin. L'expédition se serait arrêtée à la frontière indienne, à 600 miles du Népal. Rentrer chez soi, dire à tous qu'ils ont fait de leur mieux et blâmer les circonstances, Shaquille a agi différemment. Il a publié un appel désespéré sur Facebook qui disait en gros « S'il vous plaît, aidez-moi. L'ambassade indienne ne veut pas me donner de visa. Mon expédition est sur le point de mourir à la frontière. Ça a fait le buzz. Les médias ont relayé l'histoire. Les chaînes d'information ont diffusé des reportages sur le fils d'un fermier bangladais qui essayait de marcher jusqu'à l'Everest, mais qui était bloqué dans un vide administratif. La pression publique a augmenté et finalement, le 29 mars, les autorités ont cédé. Le visa a été approuvé. Plusieurs jours avaient été perdus, rendant son délai de 90 jours très serré. Chaque retard signifiait moins de temps d'acclimatation, moins de temps en altitude, moins de marge d'erreur, moins de chances de réussite. Shaquille s'en fichait. Il avait son visa, alors il a commencé à marcher. Shaquille a traversé Jalpaiguri et Darjeeling au Bengale occidental, parcourant environ 32 km en 3 jours. Le 31 mars 2025, au 35e jour du voyage, il a traversé la frontière du Népal et tout a changé. Parce que maintenant, au lieu de routes plates au Bangladesh ou de collines douces au Bengale occidental, il marchait à travers le véritable terrain himalayen. Il devait parcourir 240 miles en 30 jours chaque jour, ce qui l'amenait de plus en plus haut à des altitudes où l'air était encore plus rare. Voici ce qui se passe généralement quand on monte du niveau de la mer au camp de base. Au niveau de la mer, votre sang est saturé à 98% d'oxygène, ce qui est normal et attendu par votre corps. En montant, la pression atmosphérique baisse et l'oxygène diminue à chaque respiration. La majorité des alpinistes de l'Everest manquent de cette expérience. Ils volent de Katmandou à l'aéroport de Lukla, situé à 2860 mètres d'altitude, soit presque 2 miles. De là, ils marchent pendant 2 jours pour atteindre Namche Bazar à 3350 mètres d'altitude. Certains alpinistes affrètent un hélicoptère de Katmandou à Namche Bazar, évitant ainsi Lukla. À Namche Bazar, 3350 mètres, votre taux d'oxygène sanguin chute à environ 85%. Votre corps doit produire plus de globules rouges juste pour fonctionner. Si vous montez trop vite, vous souffrez du mal de l'altitude. Votre cerveau enfle, vos poumons se remplissent de liquide. Vous mourrez. La plupart des randonneurs s'arrêtent d'ici pour s'acclimater. En fait, le protocole standard était de monter haut, dormir bas, monter pendant la journée, redescendre la nuit. Laissez votre corps s'adapter progressivement pendant 2 semaines. Après avoir atteint le camp de base, l'acclimatation réelle commence. Les alpinistes professionnels passent de 4 à 6 semaines à faire des rotations, ce qui signifie grimper du camp de base au camp 1 à 6000 mètres, y dormir, puis redescendre au camp de base. Quelques jours plus tard, ils montent jusqu'au camp 2 à 6500 mètres, ils y dorment, puis redescendent. Chaque rotation est comme une séance d'entraînement pour votre sang, le forçant à s'adapter à fonctionner avec moins d'oxygène. La majorité des alpinistes effectuent de 3 ou 4 rotations avant d'essayer le sommet.
C'est fastidieux, c'est inconfortable, mais c'est ce qui vous garde en vie dans la zone de la mort au-dessus de 8000 mètres. Mais Shakil n'avait pas ce temps-là. Des jours avaient été perdus à cause de la situation des visas et sa limite de 90 jours devenait de plus en plus serrée. Alors, il continuait simplement à marcher 10 à 15 miles chaque jour, toujours en montant. Son corps devait accomplir 2 choses impossibles en même temps. Se remettre de l'épuisement causé par la marche quotidienne sur la distance d'un marathon et s'adapter à des niveaux d'oxygène qui diminuaient à chaque pas. Et souvenez-vous qu'il avait marché pendant 5 semaines d'affilée avant cela ? Aucun repos ni pause, il fallait simplement continuer à monter. C'est comme essayer de s'entraîner pour un marathon pendant que quelqu'un réduit lentement votre apport en oxygène. Malgré les difficultés, le 29 avril 2025, au 64e jour de l'expédition, Shakil a atteint le camp de base de l'Everest à 17 600 pieds. À ce stade, il avait déjà marché et nagé 854 miles depuis la baie du Bengale. Mais le camp de base n'était pas la ligne d'arrivée, c'est la ligne de départ. Et Shakil était sur le point de faire face à un problème que ni l'argent, ni la détermination, ni la simple force de volonté ne pouvaient résoudre. Le temps. Au lieu d'1 mois pour les rotations d'acclimatation, Shakil n'avait que 6 jours. C'est tout, 6 jours pour faire ce qui prend normalement 1 mois. Au camp de base, il a rejoint les expéditions Witka et a été assigné au guide Sherpa Tachi Galjan. Du 6 au 10 mai, Shakil a effectué une seule rotation d'acclimatation jusqu'au camp, 3 et retour. Une montée, une descente. Ensuite, il s'est reposé au camp de base jusqu'au 16 mai, espérant que son corps soit assez adapté pour survivre à la suite. Était-il prêt ? Absolument pas. Son acclimatation était dangereusement insuffisante. Le risque de mal aigu des montagnes était inacceptablement élevé. Tout médecin compétent en alpinisme lui aurait conseillé d'attendre et de faire plus de rotations pour laisser le temps à son corps. Mais Shakil avait parcouru 1375 km à pied pour arriver ici. Il avait failli se noyer, s'était battu contre les bureaucrates, les sponsors et son corps épuisé durant 64 jours. L'idée d'abandonner maintenant, alors que le sommet était si proche, lui semblait pire que celle de mourir sur la montagne. Alors, le 16 mai, Shakil a quitté le camp de base dans l'obscurité du petit matin et a commencé à grimper vers le camp 2 à 21 300 pieds. L'itinéraire l'a mené directement à travers la cascade de glace du Khumbu, un labyrinthe de glaciers en perpétuel mouvement où des alpinistes avaient déjà été écrasés sans avertissement par le passé. Il a franchi des échelles en aluminium attachées au-dessus des crevasses, avançant aussi vite que ses jambes fatiguées le pouvaient. En fin d'après-midi, il a atteint le camp 2. Après avoir gravi 1200 mètres de dénivelé, cette nuit-là, il s'est effondré dans sa tente, haletant dans l'air raréfié. Le lendemain matin, le 17 mai, il affronta la face Lhotse, un mur de glace presque vertical de 1200 mètres. Shakil s'est attaché aux cordes fixes à l'aube et a commencé à se hisser vers le haut, un pas douloureux après l'autre. Chaque respiration brûlait, ses jambes étaient lourdes comme du béton, mais il a continué à grimper pendant des heures. Il a atteint le camp 3 à 23 600 pieds, puis le 18 mai, Shakil a continué jusqu'au camp 4 au col sud à 26 000 pieds et au moment où il a franchi cette limite, tout a changé. Maintenant, il se trouvait à plus de 26 000 pieds dans la zone de la mort où l'oxygène n'est plus qu'un tiers de celui du niveau de la mer. Cette nuit-là, Shakil était allongé dans sa tente au camp, 4 incapable de dormir, haletant dans des vents violents. Son corps était en train de lâcher. Mais il n'avait pas encore terminé, car le lendemain, l'ultime ascension allait commencer. 8 à 12 heures d'ascension dans l'obscurité pour atteindre le sommet, le 19 mai 2025 jours du sommet. Shakil et son guide Sherpa, Tachi Galjan, ont quitté le camp 4 avant l'aube, entamant la dernière ascension. Presque immédiatement, tout a commencé à mal tourner. D'abord, c'était la météo. Une énorme tempête de neige arrivait de l'ouest. La visibilité est tombée presque à 0. La température est passée sous 0 et le vent, assez fort pour faire chuter les alpinistes, a commencé à les frapper, à chaque pas. Shakil pouvait à peine voir Tachi devant lui, juste la lueur faible de sa lampe frontale disparaissant dans le tourbillon blanc. Environ 2 heures après l'ascension, Shakil a senti un problème respiratoire. L'oxygène circulait mal, il a vérifié son masque. Le tube qui acheminait l'oxygène depuis sa bouteille avait gelé, de la glace solide avait bouché la conduite. À 28 000 pieds, sans oxygène, votre cerveau commence à s'éteindre en quelques minutes.
Shaquille a dû retirer son masque à oxygène juste pour pouvoir respirer, s'exposant ainsi à l'air étouffant de la zone de la mort. Je n'arrive même pas à imaginer à quel point ça a dû être terrifiant. Tu es à 8200 mètres d'altitude. Ton oxygène ne fonctionne pas et tu sens ton corps commencer à lâcher. Beaucoup d'alpinistes derrière lui ont fait demi-tour. Même son guide Sherpa expérimenté, Tashi Galjan, lui a demandé s'il devait rebrousser chemin. C'était la décision intelligente, la décision logique. Faire demi-tour, vivre pour réessayer un autre jour. Mais mettez-toi à la place de Shaquille pendant un instant. Tu as marché 1374 km en 70 jours, tu as failli te noyer en traversant une rivière mortelle qui avale les véhicules. Tu as lutté contre les bureaucrates, la pauvreté et l'épuisement, dépensant tout ton argent, même ce que tu n'avais pas. Ta mère a vendu sa terre pour ce rêve. Et maintenant, tu es à 2 heures du sommet et ton guide te dit de faire demi-tour. Que fais-tu? Shaquille observa Tashi à travers la neige et dit « On continue ». Tashi s'occupa de la ligne d'oxygène, enlevant la glace, puis ils poursuivirent leur ascension. 20 minutes plus tard, elle gela de nouveau, puis encore et encore. Chaque fois que la ligne gelait, Shaquille arrachait son masque et peinait à respirer, comme s'il se noyait. Sa tête bourdonnait, sa vision se troublait, mais il continuait à grimper. Ils montèrent plus haut, dépassant les 8500 mètres. La tempête s'intensifia lorsque Shaquille distingua une silhouette étrange dans la neige, vêtue d'une veste éclatante. En s'approchant, il comprit ce que c'était, un corps, un alpiniste qui était mort récemment. Toujours équipé, gelé sur la voie, Shaquille avançait. Que pouvait-il faire d'autre? 100 pieds plus loin, un autre, puis encore un. 5 corps étaient éparpillés sur la route vers le sommet. Des personnes mortes récemment en tentant d'atteindre le sommet n'étaient jamais redescendues. L'un d'eux, en fait, était quelqu'un avec qui Shaquille avait pris le petit déjeuner au camp 4. Ce matin-là même, Shaquille se tenait là dans le vent hurlant, son tuyau d'oxygène encore gelé, fixant le corps. « J'ai failli perdre toute ma volonté », dira-t-il plus tard. « Je me suis dit, même si j'atteins le sommet, je ne survivrai pas à la descente. » Mais à ce moment, Shaquille a pensé à quelque chose qui lui a redonné espoir. Le drapeau rouge et vert du Bangladesh, béni par sa mère avant son départ, était plié dans son sac. Le drapeau qui représentait chaque pas impossible de ce voyage de 90 jours, il s'est décidé, je hisserai le drapeau de mon pays au sommet du monde quoi qu'il arrive. Alors, il a continué à grimper. Et heureusement, à 6h30 du matin, à l'heure du Bangladesh, le 19 mai 2025, Ikramul Hassan Shaquille s'est tenu au sommet du mont Everest à 8848 mètres d'altitude. Il l'avait fait. Le défi de la mer au sommet était réussi. Debout là-haut, Shaquille a dû ressentir un mélange d'émotions. Il représentait ceux à qui l'on disait que leur rêve était impossible. Chaque enfant issu d'un milieu modeste qui ose croire, chaque mère qui se sacrifie pour son enfant. Il a hissé le drapeau rouge et vert du Bangladesh au sommet du monde. 84 jours après avoir atteint l'océan, avoir marché 1400 km à travers 3 pays, avoir failli se noyer dans la Jamuna, avoir grimpé sans garantie de paiement et croisé 5 corps gelés sur la route de l'ascension. Lorsqu'il est redescendu sain et sauf au camp de base, il a étreint son guide Sherpa, Tashi Galjan, et a fondu en larmes. C'est à ce moment-là que je me suis vraiment senti victorieux, a-t-il déclaré par la suite. Permettez-moi de replacer cet exploit en perspective, car les chiffres sont impressionnants. Shaquille a atteint l'Everest plus vite que quiconque dans l'histoire. En 1980, Tim McCartney-Snape a établi un record de 96 jours. Shaquille l'a fait en 84 jours, soit environ 12 jours plus rapidement. Et il a parcouru une distance plus longue, 1400 km contre 1200 km pour McCartney-Snape. Il est devenu le 7e Bangladais à avoir jamais atteint le sommet de l'Everest, mais le premier à l'avoir fait en suivant un itinéraire de la mer au sommet. Si le Guinness World Records le confirme, il détiendra plusieurs records du monde. La plus jeune personne à réussir une expédition de la mer au sommet de l'Everest à 31 ans, le temps le plus rapide du niveau de la mer au sommet en 84 jours et la plus longue distance pour un parcours de la mer au sommet. Ce qui rend cette histoire incroyable, c'est le pourquoi. Le voyage de Shaquille portait quelque chose de grand, un message qui commence sur des plages polluées et se termine au sommet du monde. Son message depuis le sommet tranche avec tout le bruit ambiant. C'était un message de la mer jusqu'au sommet. Je voulais crier, cette terre est à nous, c'est notre devoir de la protéger.
Si nous n'agissons pas maintenant, il pourrait arriver un jour où l'Everest, les chemins que nous parcourons et l'air que nous respirons n'existeront plus. L'expédition de Shaquille restera marquante dans l'alpinisme, tant pour ses records que pour sa signification, la détermination pure plutôt que les raccourcis, la conscience environnementale plutôt que l'ego, la fierté nationale plutôt que la gloire personnelle. Et peut-être, juste peut-être, cela inspirera un enfant dans un pays plat quelque part, rêvant de rêves impossibles pendant que ses parents se préoccupent de choses pratiques. Pensez que des origines simples peuvent accomplir l'extraordinaire. Et vous, qu'en pensez-vous? Cela change-t-il votre vision des possibles quand vous refusez les raccourcis? Avez-vous déjà été tellement engagé dans quelque chose qu'il n'était plus possible de faire marche arrière, même lorsque la logique vous disait d'abandonner? Dites-le moi en commentaire. Merci et à la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.